Parents et amis, avec Gilles Parent. J'ai devant moi un gars qui est déjà dans le temps des fêtes. C'est l'esprit des fêtes. Je vous invite et je vous accueille surtout sur Parents et Amis aujourd'hui, qu'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcasts, Balado de Apple, canal YouTube sur Parents et Amis. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et Amis, très simple, très belle, très conviviale, sans frais sur Apple Store. Devant moi, l'historien, chroniqueur et journaliste Denis Anger. Bonjour, Denis. Salut, Gilles. Ce serait mieux de dire les endroits où on ne peut pas t'entendre, hein? Que toute la série. Il y a beaucoup d'applications quand même, c'est vrai. Ben oui. On a un sujet du temps des fêtes, sujet des marchés de Noël, des marchés qui me semblent être en grande croissance. Ah oui, ils sont à la mode un peu partout, hein? Ils sont à la mode depuis le 14e siècle, mais actuellement... Aussi vieux que ça? Oh, oui, ça fait longtemps. Mais vous savez, le temps des fêtes, c'est toujours le moment idéal pour se souvenir qui on est, d'où on vient, pourquoi, comment, et se redonner un peu la magie de l'enfance, le rêve, l'illusion. Quand j'étais gamin, moi, évidemment, j'ai grandi à Québec, et tu avais Télé 4 à l'époque, et tu avais un animateur là-bas que tu as connu, André Duquette, oui. qu'on a tous connu. Et qui faisait le Père Noël. Hein. Fallait pas le dire. Hein, Fallait pas, non. Il était longtemps au ventre, je pense, André. Il était longtemps directeur des ventes. Oui. Il a tout fait, là. Hein. Il a passé le balai. Multitalent. Excellent. C'est ça, multitâche, comme on dit aujourd'hui. Et l'émission de Noël, du Père Noël, présentée par la compagnie Paquette, qui était une compagnie... connu, hein, c'est sur ma jeunesse, c'est le syndicat puis Paquette. Le syndicat, puis il y avait Polac aussi. Polac, oui. Puis il y avait La Liberté, un peu dans le même coin. Oui, hein. c'est vrai. Et la compagnie Paquette faisait toujours la grande arrivée du Père Noël, le grand défilé, la parade du Père Noël. Et il commanditait... c'était 15 minutes, hein, c'était très court. Le jeudi soir, c'était le Père Noël qui arrivait. Et donc, il y a une magie qui est là depuis toujours, qui vient tout le temps. Puis la magie de Noël, on l'aime tellement. C'est vrai que c'est fort, à peu près partout. Oui. Est-ce que c'est uniquement, parce que ça a été très lié à la religion, mais... pas vraiment, peu après. Pour nous. Oui. Pour nous, mais c'est vrai que si tu regardes ailleurs, c'est Saint-Nicolas, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on peut... Je pars du côté magasinage, parce que magasinage, pas nécessairement plutôt des victuaires que des vêtements, tout ça, mais... Tu sais, mettons au 14e, 15e siècle, 16e siècle, il n'y a pas de centre d'achat, on comprend. Non. C'est une évidence. Non. Et les gens, probablement, allaient à l'épicerie pour faire leur... Mais tu sais... du magasinage, des cadeaux, tout ça. J'ai l'impression que le marché servait à ça. Oui, tout à fait. Qu'on ne le faisait pas à l'année, autrement dit, c'est mon point. Ben, c'est-à-dire que le marché, c'était pour une chose, d'abord pour manger. Hein? OK. Puis là, on ne parle pas du marché comme le grand marché. Là. Non. On parle vraiment d'un étal, hein? Vraiment une planche de bois sur laquelle le monsieur qui élève des cochons vient abattre un cochon et vient le proposer à la vente. Allez un peu, quand vous allez, par exemple, dans les îles, dans le sud, vous allez des marchés publics, vous voyez un peu. Oui. C'est ça. C'est un cadeau pour la belle-mère? Exactement. Non, elle voudrait pas, si elle voyait où est-ce qu'on l'a acheté, dans quelles conditions. Le prendre. Non, mais le marché, c'est vraiment l'endroit. Vous savez qu'à l'époque, 90% des gens, ce sont des fermiers. Hein? Ce sont des agriculteurs qui vivent sur leur terre. On vient en ville... Parce que dans la ville, il y a des artisans. Il y a les gens qui construisent les cathédrales, les tailleurs de pierre. Il y a des gens qui travaillent dans le textile. Il y a des gens qui travaillent un peu dans les affaires de l'époque. Ouvriers et artisans, exactement. Okay. Des manuels, c'est-à-dire des prolétaires, des gens qui vivent de leur travail. Contrairement aux fermiers qui, lui, est propriétaire habituellement de sa terre et qui va être capable d'être autonome. Ils sont autosubsistants, ils font pousser leurs trucs, ils mangent, etc. Sinon, ils vont à la ville ou au village, et là, ils vont vendre leurs produits excédentaires aux gens qui, eux, n'ont pas de terre sur lesquelles ils peuvent faire pousser les trucs avec lesquels ils vont s'alimenter. C'est le début du marché. Et le marché, ben, il est partout. Ici, en Nouvelle-France, assez rapidement, sur Québec, par exemple, il va y avoir tout plein de marchés. Hein. Le premier va être à la Place Royale. Ça, on parle des 100 premières années? Au début, OK. En 1600, mettons. Le deuxième mois, à peu près. Là, okay. Quand Samuel de Champlain s'installe à la Place Royale, construit son habitation, ça prend pas 10 semaines, 12 semaines que ces gens-là, ils ont faim. Puis il y a des gens qui arrivent qui vont leur proposer des choses. Les premiers qui vont leur proposer des choses, ben, ce sont les membres des Premières Nations qui arrivent, qui voient bien que ces Français-là n'ont rien à manger, donc ils viennent leur proposer le fruit
marché de l'orignal, des pêche. caribous, pêche et C'est autres. ça, du Poisson. lièvre, des trucs comme ça qui vont échanger contre des couvertures, contre des verroteries, contre des pierreries. Puis c'est le début du marché. Pendant très longtemps, ce qui est aujourd'hui Place Royale, ça va être le marché principal de la basse ville de Québec. Est-ce que c'est un marché qui est hebdomadaire à l'époque ou c'est plus régulier que ça? On vit toutes les semaines, ben, pas OK. tous les jours. C'est-à-dire Pas tous les que, jours, OK. Toutes les semaines, et ensuite, ben, quand la ville va grossir, il y en aura 2 fois par semaine, puis il y en aura d'autres marchés. Le premier est là-bas, ensuite, ils vont monter tranquillement à la côte de la montagne. Ah oui? Hein, on n'a pas le choix. La première rue à Québec. Faut pas être trop essoufflé. Ben, c'est bon pour la santé. Moi qui vis là-dessus depuis presque 40 ans, je vous dirais que c'est étonnant comment ça contribue à ta qualité de cardiovasculaire que de grimper les 144 marches du maudit escalier beau. Même si tu fumes? Ah, que je fume plus. Oh! Dans Ça, c'est une l'ancien nouvelle, temps. on arrête tout, Ah, là. ben oui, on arrête Pour tout. vrai, est-ce que tu as fumé toute ta vie? Toute ma vie. Vous savez, moi, j'ai de l'époque où, à 12 ans, pour devenir un garçon, un homme, hein, quand tu étais un gamin, il y avait trois processus initiatiques à ta vie adulte. Le premier, c'était de fumer la première cigarette que tu avais achetée à 5 cents parce qu'on les vendait à la pièce, 2 pour 5 cents. C'est le dépanneur de mon école secondaire à côté. Le deuxième, c'était de prendre ma première bière que je trouvais absolument infecte, pas buvable, etc. Puis la troisième étape de la vie, du passage, c'était d'embrasser ma première blonde sur la bouche longtemps. L'as-tu embrassé sur la bouche longtemps? Oui. Puis Tu sais, les jeunes se parlaient. Là, c'était complètement effrayant parce que moi, je me souviens d'une fois où on avait un concours où on mettait la montre, le bracelet derrière le cou de la fille, puis on calculait le temps. Tu sais, pour battre son ami? pour un le 7, temps. 7 minutes et demie. Tu sais, ça commençait à être un peu long. Là. Voyons donc. Ah, oui. OK. Un baiser long, comme on disait à l'époque. Tu as fumé depuis l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, 14 ans à peu près, j'en ai 12, 14. 70, donc ça fait 55 ans. Puis là, ben, pour la première fois de ma vie, j'ai arrêté complètement. Puis, T'avais-tu déjà essayé, Ouais, Denis? 23 fois à peu près. Et cette fois-ci, est-ce que tu as eu de l'aide ou qu'est-ce qui est arrivé? Raconte-moi, parce qu'il y a tellement de monde qui Ouais. sont pris avec ça, puis tu sais, tout le monde le dit, je voudrais pas fumer parce que c'est pas bon. Non, Je c'est suis pas capable. bon, c'est mauvais, puis tout le monde le dit. Puis, mais c'est bon, c'est agréable, c'est des souvenirs, c'est Ouais. associé. Ah Puis ouais, à une ouais. certaine époque, c'était quasiment bien vu que de fumer. Oui, hein. ah oui. On ouvrait la télé, il y avait des pubs. Ouais, l'aspect santé n'existait pas dans les années 50, même 60. C'était pas ça. Il y avait même des publicités. Moi, je me souviens d'avoir vu qu'il y avait une cigarette qui s'appelait la Chesterfield et l'annonce, c'était un médecin et la publicité, c'était la Chesterfield, la cigarette préférée des médecins. Et bâtin. Il faut le faire, hein? Ben, enfin, non, vous savez... Mais Gilles- parce qu'en plus, excusez, Oui. pour les gens qui nous entendent, qui ne le savent pas, Denis a quand même une fille qui est médecin. Exactement. Fait que je me disais, elle t'aime beaucoup, c'est sûr, t'es son père, mais elle devait fatiguer. Ben, elle fatigue depuis toujours. Mes 2 filles fatiguent depuis toujours. Ils pensent à toi aussi, ils veulent te garder? Ben, ils veulent me garder longtemps, malgré... C'est ça. Ils veulent me garder jusqu'à l'infini. Et donc, j'ai essayé plusieurs fois. Tous les patchs, les trucs, les machins, l'hypnose. Là, c'est-tu la bonne, à ton avis? Ben, je pense que oui, parce que ça fait 3 mois. Et c'est parce que c'est grâce à ma fille. Je suis allé la rejoindre sur son voilier pour une aventure. Et j'ai dit, bon, avant d'embarquer dans le bateau, j'écrase. Et là, sur le bateau, au large, t'as pas le choix. Donc, tu passes une journée... Il vente, il y a de l'eau. Ben, c'est ça. C'est pas idéal pour fumer, on Tu comprend. y passes pas du tout. Puis, en plus, comme tu n'en as pas traîné, il n'y a pas de dépanneur sur le coin du quai. Donc, après une journée, ça a été effrayant. Je suis devenu fou. 2 jours, j'étais en train de virer malade. Après 4 jours, ça a passé. 5 jours, 6 jours. Ça fait 3 mois. C'est le temps. Ça va bien. Puis, ben, c'est drôle, ça a des conséquences. C'est sûr que ça a dû changer. Raconte-moi, c'est sûr que ça a changé ta vie tous les jours. Ma vie de tous les jours, parce que mes habitudes ont changé. Vous savez, le café, la cigarette, le matin, la clope, etc. Ben là, ce n'est que le café qui goûte meilleur. Hein? Le goût devient plus raffiné. Donc, je vais pouvoir profiter des pâtes à la viande. Ma dinde, elle va être meilleure cette année. Ma farce, ça va être plus subtile. Le goût s'améliore. La respiration s'améliore. Tu vas avoir une voix moins basse. Ben, ça, c'est intéressant, vous savez. Ah oui? Parce que je réalise que ma voix est un petit peu moins rauque. Hein? Moi, j'avais toujours une voix encore, elle est assez grave quand même, mais moins un petit peu. Elle est moins rauque. Je ne m'étouffe plus, je ne tousse plus, je ne renifle moins. Enfin, ça a plein de belles conséquences. D'ailleurs, le mot avoir la voix rauque, vous savez, ça vient d'où, non? Oui, Non, mais je sens que je vais le savoir avec toi devant moi. Quand vous allez en Allemagne,
Puis ça va être bien parce qu'on va rembarquer dans les marchés, oui. les marchés, puis l'Allemagne joue un rôle C'est important. majeur, hein, l'Allemagne, oui. Ben oui, c'est la source des marchés OK. de Noël. Donc, quand vous allez en Allemagne, et à l'époque, évidemment, on pouvait fumer partout, mais à un moment donné, ils se sont dit non. Et là, ils commençaient à y avoir des petits panneaux qui sont marqués. En allemand, interdit, c'est Verboten. Verboten. Et le mot fumer en allemand, c'est Rauchen. Rauchen, Verboten. Rauch, R-A-U-C-H-E-N, Rauchen. D'où le mot Rauch. Il vient de l'allemand Ça directement. vient de l'allemand parce qu'évidemment, les gens qui fumaient, Rauchen, avaient une voix rauque. Et donc, J'aurais jamais pensé que assez c'était curieux, important. hein? On associe beaucoup les... Tu sais, des fois, on dit une voix de fumeur. Une voix, Ah ouais, ça une fait voix des gens de radio et de télé. À jadis, tout le monde fumait. Ben oui. En ondes, puis il n'y a pas que René Lévesque, il y en a beaucoup. C'était, comme tu dis, c'est autre temps, autre mœurs. Tout le monde a une histoire à raconter. C'est clair. Tous les jeunes aujourd'hui, ceux qui vapotent, c'est autre chose, là, mais quand ils parlent à leurs parents, il n'y a pas grand monde qui n'a pas fumé, puis les raisons qui sont données, puis les situations sont inimaginables. 2, 3 qui sont toujours répétées, qui sont tout à fait drôles. Quand tu fumais d'un avion, il y avait un petit rideau, section fumeur, non-fumeur, c'est un peu ridicule. Ça, quand on en parle, tout le monde part à rire, mais c'était comme ça, puis tu as vécu ça, je l'ai vécu. j'ai Sur des vols, il y a peut-être 40 ans que c'est arrêté, là. Même pas? Le dernier, 30? je pense, c'est Corsair, qui est une compagnie privée française de charter qui a fait du Québec-Paris, je vous dirais, début des années 90, donc une trentaine d'années. OK. Et il y avait la section fumeur à l'arrière. Et d'ailleurs, juste pour la curiosité des gens qui nous entendent, j'ai posé la question, j'ai eu le bonheur récemment de prendre l'avion, le C-Series, le Airbus 220, Ouais. qui est un fleuron québécois quand même, qui est encore une fois construit ici à Mirabel. Ben oui. Alors, puis Airbus a acheté, mais à cause de son réseau, est en train d'en vendre beaucoup. Donc, pour la première fois, j'ai remarqué que quand on atterrit, les lumières, quand ça sonne, ça veut dire qu'on est en atterrissage final, personne ne bouge. Bon, il n'y avait pas le petit signal, la petite lumière non fumeur. J'ai dit, mais il dit non, mais la dame me dit, ce qui est très étonnant, il y a beaucoup d'avions qui l'ont encore. Elle a dit, parce que ça sert en Asie. J'ai dit, oui. Elle a dit oui, en Asie, dans certaines sections pacifiques, il y a des avions qui permettent encore de fumer. Pas sérieux. Et ça, je ne savais pas ça. Ouais, du bon Dieu, peut-être, c'est possible. J'ai appris ça. Et l'autre chose que je voulais dire, par exemple, ma mère me disait de son vivant, évidemment, je pense à ma mère Lucille, elle me disait, quand je t'ai eu à l'hôpital en 1960, quand t'es sorti, le médecin a mis le bébé, donc toi, le gros bébé, sur le ventre, puis ils se sont allumés une cigarette les deux pour fumer, pour célébrer Célébrer le dans la événement. salle, dans la chambre où je suis arrivé, médecin et ma mère qui clopent. Ben oui. C'est inimaginable. Puis votre père qui se promène avec des cigares à tout le monde, avec un petit ruban, C'est bleu. vrai, les un cigares. garçon. Ben oui. T'es dans l'accouchement, t'es dans la salle de Mais bravo, maternité, je veux juste te puis, dire bravo, Denis, voilà. En parce tout cas, que quand on a... En tout cas, moi, j'ai été fumeur, mettons, j'ai arrêté le 1er janvier 87. Mettons, je fumais une dizaine d'années, 15 ans, puis je fumais plus à fin de semaine, mais on dit tout le temps qu'on fume pas, on fume toujours plus qu'on dit, là. Mais je me rappelle quand j'ai arrêté, moi, c'est un de mes amis qui me dit, je pensais que tu étais intelligent, puis ça m'a atteint au cœur. Je dis, c'est vrai, c'est pas intelligent. Puis j'ai arrêté, bang, d'un coup sec. Mais je me suis rendu compte les premiers jours à quel point c'est une drogue. Oui. C'est fou, là. C'est physique. Il y a une dépendance, oui, très clair. Très clair. On le sent. Et ça, c'est un argument pour nous. On se dit, hey, ça faut que je débarque de là. Exact. Il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire. Puis là, la cigarette elle règne ma vie depuis 48 ans. Ça suffit. Donc, c'est fini. Il n'y a plus de rocking. Donc, vous allez m'excuser d'avoir une voix qui est plus claire moins rauque que la voix. Moins rauque. Et ta fille t'aime une petite coche de plus, bien qu'elle t'aimait beaucoup. Les deux filles sont très fiers de leur père. D'ailleurs, voilà. Il y a le temps de Noël qui s'en vient. Et revenons à Noël. Donc, ils vont me donner des beaux cadeaux, j'imagine. On est peut-être dû pour faire la genèse. Parce qu'il y a eu... Toi, tu me dis Noël, les marchés... Parce qu'on a compris que le marché, ça existe encore, il y en a partout des marchés. Mais le marché de Noël, c'est une petite coche, c'est différent. C'est une coche au-dessus. OK. Donc, ça commence avec l'Allemagne? L'Allemagne, je vous dirais, probablement 14e, 15e siècle. C'est assez curieux comme les traditions de Noël que l'on a encore aujourd'hui ici, davantage encore, c'est d'origine allemande dans bien des cas. Par exemple, vous savez, là, on va tous se préparer à aller acheter un sapin, couper un sapin, installer un sapin, le mettre dans le coin, l'illuminer, le garnir, mettre toutes sortes de trucs. Vous savez que le sapin de Noël, c'est une tradition allemande. Moi, je ne savais pas. Moi non plus. J'ai appris ça parce qu'évidemment, Gilles, quand on fait quelque chose... Il faut faire des recherches. On se prépare. Bon, on s'adonne à s'amuser un peu. Et le premier sapin de Noël a été mis en place à Sorel, au Canada, le premier Canadien, à Sorel en 1781, quand même, 25 décembre 1781,
par une madame qui est une baronne allemande qui vient de la région de la Hesse. Ça, c'est une région dans l'Allemagne actuelle. Elle s'appelle la baronne Riedesel. Et elle est mariée avec un baron, évidemment, elle est baronne, qui est un soldat qui se bat avec les Anglais contre les révolutionnaires américains. OK. Ils se sont fait sacrer une volée. Une vraie? Ah oui, à Saratoga. Et la pauvre baronne, ben, son mari était fait prisonnier, fait qu'elle est revenue au Canada, parce qu'à l'époque, c'est assez curieux, c'est une guerre assez particulière. Le baron s'en vient et sa femme le suit. Avec l'armée, la famille, on regarde papa qui va se battre contre les révolutionnaires américains. Comme une parade, dans le fond, mais qui a un petit risque au bout. Mais hein? ça a mal fini, parce que le papa, ils ont capitulé avec Burgoyne. Fait que la madame est revenue avec ses enfants, s'est installée à Sorel, puis elle a fait un truc qui est une tradition chez elle. Elle a fait un sapin de Noël. Qui n'existait pas ici. Non, pas du tout. Pas du tout. Et le sapin de Noël, ben, les gens trouvaient ça beau, ma foi du bon Dieu. C'était pas les courants électriques comme on a aujourd'hui, mais elle mettait des bougies. Et que ça devait être dangereux pour le feu. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, c'était dangereux pour le feu. Mais on n'allumait pas beaucoup, hein, juste un petit peu, OK, je le comprends. soir du 24 au 25 décembre. Donc, la baronne Riedesel, elle a amené ici une tradition allemande du sapin de Noël. Il y a un autre Allemand qui s'appelait Albert. Le prince Albert, marié avec la reine Victoria, lui aussi est allemand. C'est OK. Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, son nom de famille. C'est quand même sympathique. Et il va marier la reine Victoria. Et d'ailleurs, vous savez que la reine J'allais dire Victoria... une des nombreuses reines Victoria, parce Ben, qu'il là, y en a c'est- eu quelques-unes dans l'histoire, non? Non, ça a Pas été, tant? Non, ça a été. Il y a eu quelques- Victoria, il y a eu OK. la Victoria qu'on a connue ici, comme OK. le parc Victoria à Québec. OK, hein. Vous savez OK, c'est que- toujours la même. OK, je pensais qu'il y toujours avait la eu une même. succession. Elle était là longtemps. C'est Elle ça. a été déclassée par la reine Élisabeth II. Mais la reine Victoria, elle a régné de 1848 à 1901. C'est quand même assez Quand même. long comme règne. Elle a été couronnée, était toute jeune, et on l'a mariée à un prince allemand, Albert, de Saxe-Cobourg-Gotha. Et lui est arrivé à Londres et il a amené ses traditions. Donc, c'est OK, lui donc- qui a amené le sapin de Noël en Angleterre, en 1848. Bien longtemps après. Et encore là, pour l'instant, ce que tu me racontes, c'est pas lié à la religion. Là. Non, pas du tout. C'est une Parce que moi, tu vis tradition si on allemande. m'avait demandé ça dans un Who Wants to be a Millionaire, pour moi, ça aurait été clair que c'est lié à la religion. Puis tu me dis non, pas toujours. Non. Puis l'origine, la genèse, c'est même pas Non, pas religieux. du tout. La fête de Noël est une fête qui est d'abord une fête païenne depuis Païenne, OK. toujours. Et pourquoi on fête Noël? Parce que, et là, on va bientôt le sentir, les journées arrêtent de rétrécir. La durée du jour va changer. Noël, C'est quoi? comme la lumière vers on reprend Exactement. des journées plus longues. Ah, c'est ça la base? Exactement, là? c'est l'équinoxe, hein? C'est le solstice. L'équinoxe, c'est à l'automne au printemps. 21, Vous avez 22 décembre. Le solstice d'été, 21 juin, et le solstice d'hiver, 21 décembre. Là, c'est vraiment le moment où notre ami Galarno, le soleil, est le plus bas sur l'horizon. Il Fait fait qu'à noir. l'origine, c'est ça qu'on célèbre. Exact. Le retournement. On repart vers... Le retour, parce qu'au départ, on s'imagine que les journées, il fait noir, se raccourcissent et qu'on va mourir parce que ça va être fini. Or, au miracle, un jour vient dans l'année où le soleil arrête d'aller se cacher et il redevient plus haut, il se remet à faire plus clair, il se remet à faire plus chaud, la neige va fondre, le printemps, la culture. Est-ce que les lumières dans le sapin, c'est l'espoir? C'est la lumière. C'est lié à ça, c'est la lumière. OK. Exactement, La clarté. lumière. Noël est la fête de la lumière, d'abord chez les païens. Hein? OK, Il y je a comprends. longtemps. Le peuple, dans le fond? Les druides, hein, vous savez, Astérix, les gens qui n'ont pas de foi particulière, qui ne sont pas chrétiens, c'est avant Jésus-Christ. Il y a quand même une fête. Chez les Romains, on appelle ça les Saturnales, la fête de Saturne. OK. Décembre. Toujours le principe de Exactement. de l'espoir d'une clarté. Le moment où les journées arrêtent de décliner, on célèbre la célébration du retour de la lumière. Hein? OK. Et ça va être ça pendant longtemps. Mais les Saturnales, chez les Romains, passez-moi l'expression, mais c'est une belle grosse orgie. Hein? Ils ont beaucoup de plaisir. OK. Donc, Est-ce que c'est le début des parties. du ça temps commence des avec le sapin, mais Ouais. est-ce que au fil du temps arrive la nourriture, les repas, l'échange, les cadeaux? Fait qu'il faut y aller tranquillement, là, On va y j'imagine? aller tranquillement. Vas-y. C'est-à-dire qu'on va commencer On commence par avec l'Allemagne, célébrer. donc? Bon, OK. on va commencer parce que les chrétiens qui ne sont pas des bêtes, ils ne sont pas particulièrement imbéciles, ont bien réalisé qu'il y a une fête importante chez les païens. Fait que quand ils commencent à prendre le contrôle de l'Empire romain à l'époque de Constantin, 4e siècle, ils disent « Ouais, ben nous, là, cette fête-là païenne, on pourrait la récupérer. » Donc là, on décrète que Jésus-Christ, notre Sauveur, est né le 25 décembre, parce qu'avant,
Il n'y avait pas de ça. C'était pas, c'était pas dans le livre encore. Ben, on pense qu'il est né quelque part au mois de septembre. Tu sais, parce qu'on parle dans le Nouveau Testament d'un recensement décrété par Hérode qui n'avait rien à voir au mois de décembre, qui aurait été plutôt à l'été. On parle de la transhumance des bergers, c'est plutôt au mois de septembre. Donc, Jésus-Christ est probablement pas né le 25 décembre. Et ça donnait bien là. L'Église chrétienne dit, regarde, ça tombe bien parce qu'on va être capable de récupérer la fête païenne du retour de la lumière et Jésus étant la lumière de l'humanité, ça tombe bien. Donc, on décide de se le réapproprier et là, ça crée un mélange des genres. Donc, il y a du chrétien là-dedans, il y a de la tradition païenne et tout ça, ça nous amène au Noël dans lequel on vit maintenant, qui est un Noël à double dimension, une dimension religieuse, et une dimension plus laïque, hein, plus, agnostique, qui ne tient pas compte de Jésus-Christ. Festive, party. Donc, c'est ça. La tradition de Noël que l'on connaît maintenant, on a évoqué dès le Moyen Âge. Noël, bien évidemment, c'est intéressant pour une couple de raisons. Puis là, je vous emmène en Nouvelle-France parce qu'on est ici dans un univers qui est très ancien. Là. Les gens qui viennent en Nouvelle-France au 17e siècle, il n'y a pas une grande différence dans leur mode de vie et le mode de vie de leurs ancêtres de l'époque médiévale. On est des terriens, on vient, on s'arrache le cœur, on s'arrache le dos à faire pousser des trucs, oui, à essayer d'alimenter notre famille. Dur labeur, là. Dur labeur. Et il y a un moment dans l'année qui est plutôt intéressant, et ça tombe bien, ça mène vers Noël. C'est là, présentement, on est au début décembre. C'est au moment où on a travaillé fort, on a fait les récoltes, on a ramassé, puis on se prépare à faire boucherie, à abattre le cochon. Hein? On a élevé pendant toute l'année un cochon qui va qui va nous faire passer l'hiver. Parce que le cochon, il y a de tout là-dedans. Là. Ouais. Vous avez du jambon, vous avez de la couenne, vous avez du lard, vous avez des abats, vous avez toutes sortes de trucs. On fait du boudin avec le sang? On fait du boudin, on fait de la saucisse. Et ça, comme ça se garde pas trop longtemps, on mange ça quand? À Noël. OK, on mange assez rapidement. Les belles parties à Noël, puis le reste. Et après ça, ben, le jambon, on va le faire saler, on va le faire sécher. Pour étirer sa durée, OK. Puis, il va finir sa vie probablement à Pâques au printemps prochain. Hein? Donc, le jambon de Pâques, c'est parce que c'est la pièce qui se garde le plus longtemps de votre cochon qui a été abattu quand vous avez fait de boucherie en novembre, décembre. Maintenant. Est-ce que, je peux faire une petite aparté, toujours lié au sujet, est-ce que le mot Noël et le mot Christmas, est-ce que c'est lié? On est-tu là à ce moment-là ou pas encore? Est-ce qu'on appelle ça Noël? Ça commence je me dis, y a-t-il un sens au nom? Il y a deux grandes racines. Nous, on dit Noël. Parce que c'est peut-être allemand, la racine, je la connais. Non, c'est latin. Latin. Ouais, les Romains à l'époque. Ouais, okay. Hein? Donc, l'Église a récupéré la fête et ils en ont fait la fête de la nativité. La naissance de Jésus-Christ. Oui. La naissance, en latin, c'est natalis, natal. Donc, la fête de Noël. Noël, c'est une manière ancienne de prononcer naissance. Donc, c'est un mot qui vient de naissance. Et lorsque vous allez, par exemple, en Espagne, c'est natividad, la naissance. Au Portugal, c'est natal. Donc, dans tout le monde Navidad, latin, Navidad, toujours autour de nativité. OK, nativité. Noël, Feliz Navidad, c'est Joyeux Noël. En espagnol. Ça, c'est l'origine. Noël, Natividad, Navidad, Natal. La racine, latine. L'autre racine, qui est Christmas. Hein, Christmas, c'est évidemment Christ. Christ, OK. Ça vient du Christ. Christ. C'est religieux. Oui, Christmas. La messe du Christ. Christmas. La messe, c'est comme une messe. Nous, okay, c'est assez simple quand on y pense. On célèbre la fameuse messe de minuit, là, qui est interminable parce qu'il y en a 1, 2, 3, puis ça se termine à des heures. La messe de minuit à 7 heures du soir, très pratique. Oui. C'est mieux que dans notre temps. On est assez vieux, toi et moi, pour se souvenir de la messe de minuit à minuit. Puis on mangeait après, il était rendu 1h30, 2 heures. Puis 1h30, 2 heures, parce qu'il y avait 3 messes. Hein, vous vous souvenez, il y avait une messe deuxième, puis le troisième, il n'arrêtait pas de nous faire des messes en cascade. Puis la première était assez longue, là, parce que c'était diacre. La grand-messe. Diacre, il y avait... puis à peu près tout ce qu'il y avait comme genre des âmes pécheresses du village étaient là pour communier à la messe de minuit et puis de présenter leurs plus beaux atours. Fait que c'était long, ça finissait plus. Puis comme nous autres, puis les enfants, chants, des chorales, fait que on trouvait ça long. Ça finissait plus. On était, on avait très hâte d'ouvrir le cadeau. Dans le fond, c'était un peu ça. On avait faim, on commençait à avoir faim. Oui. Puis on avait surtout faim d'ouvrir les cadeaux, c'est sûr. Et voilà, ça a bien changé. Donc la messe de minuit, donc la
la messe du Christ. Donc, ça, dans la tradition anglaise, Christmas, ça fait référence directement à la messe qui rend hommage à la naissance de Jésus-Christ. À quel siècle, là? Le 18e? 14e siècle. Oh, si vieux que ça. À l'époque où nos amis anglais sont encore des catholiques. Ils vont être catholiques pendant longtemps, comme nous. C'est avec Henri VIII, le roi Henri VIII, qui veut marier la belle Anne Boleyn et se débarrasser de son épouse espagnole Catherine, qui est la sœur du roi d'Espagne. Vous savez, vous connaissez un peu l'histoire, là? Oui. Puis il a décidé, lui, que bon, Ça va être beau. on lâche le catholicisme, on devient protestant. Ce qu'on dit moins souvent, c'est qu'Henri VIII avait besoin d'argent. C'était un roi ambitieux, guerroyeur, et qu'il voyait bien que l'Église catholique avait des grosses propriétés en Angleterre. Donc, il a mis la patte sur les monastères en prétextant son aventure extra-conjugale. Enfin, c'est Henri VIII qui a inspiré, vous savez que c'est lui qui a inspiré le mythe de Barbe Bleue. Barbe Bleue, le type qui tue ses femmes. Ah oui? Ouais, Ça vient de lui? Ça vient de lui, parce que Henri VIII était marié 6 fois. Et, Il en a tué 8, Henri VIII? 3. Il en a fait décapiter 3. Non, 8. Heureusement qu'il est mort assez jeune, parce qu'il aurait pu se rendre à Il aurait pu se prendre Il avait avec. tendance à les utiliser. Donc, les Anglais, Christmas. Les Allemands, dans cet univers-là, Christmas, c'est la naissance, la messe du Christ, c'est beaucoup dans l'univers du Nord, les Danois, les Suédois, les Christ, Scandinaves et messe, autres. Scandinaves, c'est ça Noël. OK. Les Allemands, eux autres, c'est Wachennacht, c'est-à-dire nuit sacrée. Vous savez, le fameux beau chant de Noël, là, nuit Aux nuits de paix? nuit de paix, nuit d'amour, Silent Night, la nuit sacrée, ben ça, c'est le mot allemand pour Noël. Donc, la nuit sacrée, puisque c'est celle au cours de laquelle Dieu le Père nous envoie un Rédempteur, comme on chantait dans la messe de minuit, ici OK. à Québec, dès 1848. Vous savez qu'à la messe de minuit, il y avait un chant qu'on ne faisait pas pendant la messe, qui était le minuit chrétien. Ah non, on le faisait hors Non, on messe? le faisait toujours avant. Il y avait toujours à 11h30, vous savez, les longues messes dont on parlait tout à l'heure. Avec la chorale du village. Bon, il y avait le chorale, oui, puis le maître chant qui se levait, puis il y avait toujours Avec son rauque. avec la grosse... Oui, celui qui avait fumé trop longtemps. La pipe au moins ou le cigare? Oui, il avait fumé le cigare, puis qu'il y avait une grande barbe blanche avec une coulisse un petit peu jaune, peut-être. Mais moi, je me souviens, le maître chant, dans ma jeunesse, à Neuville, dans le village, il s'appelait Michel Anger, il avait à peu près 80 ans, il chantait vraiment, c'est épouvantable comme c'était pas beau, mais comme il était là depuis longtemps, ben, il avait le privilège de chanter le minuit chrétien, qui était l'hymne qu'on interprétait juste avant le début de la messe. Donc, c'était à la Fallait fin. que ce soit hors messe? C'était Oui, comme ça? Oui, parce qu'à l'époque, vous savez, on était des catholiques un peu croyants, puis un peu extrémistes dans certains, dans des quartiers proches de l'Église triomphante du Québec de 1900 à 1850. Et le type qui a composé le minuit chrétien, il s'appelle Adolphe Adam. C'est lui qui écrit, c'est une belle parole. Et pensez-y, minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. C'est un chant qui raconte comment la naissance du Christ a fait en sorte que les travailleurs exploités, enchaînés, agenouillés, finalement vont se redresser grâce à Dieu, ils vont briser leurs chaînes, ils vont affirmer. Donc, c'est un chant qui est révolutionnaire. C'est plus politique que je pensais. Je ne l'avais pas vu comme ça. Non, ben, c'est la raison pour laquelle Adolphe Adam, qui est le compositeur qui l'a écrit, c'est un chant qui est très, très... On est tanné d'être écrasé par nos maîtres et on doit se redresser, briser nos chaînes et atteindre le paradis, non pas le paradis religieux, mais le paradis du travailleur. Donc, c'est vu comme un chant insidieux. Et donc, on décide de ne pas l'interpréter pendant l'office saint, puisque c'est un chant sur lequel l'Église, notre très sainte mère, l'Église, a des réserves. Donc, on va le chanter avant le début de la messe. Nous, Pendant ici, longtemps. donc, la messe de minuit, c'est au 19e siècle, ça arrive ici? Ça arrive ici, oui. 1850, 1800. Oui, ça commence assez rapidement. Vous savez que Noël, c'est une grande fête, mais au départ, l'Église catholique, elle est plutôt orientée vers le jour de l'an. Hein, le premier de l'an, les étrennes. On ne veut pas Noël trop. On trouve que déjà à ce moment-là, Noël est un peu commercial. Parce que c'est devenu la Ils n'ont fête. rien vu. Ils n'ont rien vu encore. Ils n'ont pas encore vu arriver le Santa Claus Non. de la compagnie Coca-Cola. Ah ouais. Vous savez que notre Père Noël, à nous autres, là, c'est vraiment... Essentiellement, c'est une figure qui a été créée pour une campagne commerciale de Coca-Cola. Au 20e siècle, début du siècle. 1930-1935, dans la période de la dépression économique, Coca-Cola, basé à Atlanta, décide de vouloir créer un personnage rebondi, sympathique, etc., qui donne un peu de joie aux gens
à l'époque, ça ne va pas très bien en termes économiques, et ils créent ce On sort de la crise de personnage-là. 29, dans le fond, c'est ça? Exactement. Oui. On est au cœur de tout ça. Et donc, ils vont créer Santa Claus. Et on le voit encore aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui, moi, je m'étonne à regarder toujours avec un peu de... pas de mélancolie, mais un peu de plaisir. Vous savez, les annonces de Coca-Cola du temps des fêtes. Il y a toujours une petite annonce de Coca-Cola. On va passer le Père Noël avec... Mais ça a été créé pour Coke, dans Exactement, le fond. une Mais campagne publicitaire. est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'à travers la planète, Santa Claus existe aussi? Le nom? Oui. Oh oui, Santa OK. Claus. Ben oui, parce que Santa Claus, il vient Devient pas... le représentant, je Il comprends. ne vient pas de la cuisse de Jupiter. Santa Claus, on l'appelle Santa Claus, c'est une manière de déformer un nom qui est très lié à la fête de Noël. Saint-Nicolas. En anglais, Saint-Nicolas. En allemand, c'est Sant Claus, qui devient Santa Claus. Oh, t'es pas loin, là. Oui. Saint-Nicolas, le Saint-Nicolas, patron des écoliers, que l'on connaît depuis longtemps, qui est un saint... C'est un évêque qui a pratiqué en Turquie, imaginez, en Smyrne, en 6e siècle. D'ailleurs, Saint-Nicolas, il est toujours, encore aujourd'hui, dans tout l'univers, les Belges, les gens du Nord, la Saint-Nicolas, qui est célébrée le 5 décembre. Donc, c'est un peu avant Noël, la fête de Saint-Nicolas. C'est aussi l'avant-goût de Noël, parce que Saint-Nicolas, c'est un évêque, donc il est habillé comment? En rouge. Oh, OK. Avec du blanc. Donc, une grosse barbe, Saint-Nicolas. Et... Est-ce que ça, c'est après Coke ou avant? C'est bien avant. C'est 1000 fois avant. OK, c'est parfait. 1000 fois. OK, c'est pour ça que... Donc, Coke s'est inspiré de Saint-Nicolas. C'est inspiré de je Saint-Nicolas. comprends. Le Saint-Nicolas de C'est la plus tradition logique. nordique, Ouais. ça remonte à il y a très longtemps. Le miracle de Saint-Nicolas, c'est que lui est un évêque. Et on raconte que, et d'ailleurs, une très belle chanson folklorique, je voudrais bien vous l'interpréter, mais avec la voix que j'ai maintenant, j'ose plus. Mais ils étaient 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. C'est le miracle de Saint-Nicolas. 3 jeunes enfants, à l'époque, il y a 1500 années, sont allés glaner au champ, ramasser des trucs dans les champs. Ils ont été attirés par un méchant. En français, il s'appelle Pierre Noir. En allemand, il s'appelle Peter Schwarz, noir, qui est un boucher. Hey. L'histoire dit qu'il a attiré les 3 petits-enfants, il les a coupés en morceaux, il les a transformés en petits porcs salés. En petits salés. Pas beaucoup mieux. Il les a mis dans des barils. Le bon Saint-Nicolas est passé à proximité, est entré dans l'échoppe de ce méchant boucher et lui a dit « Je voudrais goûter à votre porc salé. » Le boucher est stupéfait, il ne sait pas trop quoi dire, et le Saint-Nicolas met la main sur le baril, et les 3 enfants sont réanimés, réincarnés, et sont ressuscités par Saint-Nicolas. Le méchant boucher, il est condamné à être enchaîné pour l'éternité à un âne et à suivre Saint-Nicolas dans toutes ses pérégrinations, et il devient une personne que l'on connaît un peu, qui s'appelle le Père Fouettard. On dit de quelqu'un qu'il est un père fouettard quand c'est un méchant. Okay? Donc, ce méchant boucher devient le père fouettard de la tradition de Saint-Nicolas. Et aujourd'hui encore, en Allemagne, en Belgique, dans les Pays-Bas, évidemment, les enfants s'endorment dans la terreur du père fouettard. Parce que le jour de Saint-Nicolas, on offre à Saint-Nicolas une carotte pour son âne, hein, et de l'avoine aussi pour que son âne mange, l'âne sur lequel est enchaîné le père fouettard. Et si on oublie, le père va venir vous fouetter. Dis-moi, Denis, si on allait tous les deux faire un tour à ce moment-ci de l'année, puis dans les prochaines semaines, en Europe, est-ce qu'on verrait autant le costume du Père Noël tel qu'on le connaît, ou on verrait aussi la grande toge rouge la Saint-Nicolas? On verrait les deux? On verrait d'abord la toge rouge de Saint-Nicolas partout. Il est un peu moins rond. Il y avait la barbe aussi, un peu moins rond, mais il y avait... OK. Il y a un capuchon, il y a une bordure d'hermine blanche, et le rouge étant la couleur des évêques. Donc, il est partout. Il se promène avec une crosse, hein, vous savez ce que c'est, le bâton de l'évêque à la main, et il est suivi par un âne, et pas loin derrière, il y a un monstre, le Père Fouettard. Qui va prendre différentes formes. Hein. Dans la tradition allemande, il y a le Père Fouettard, mais aussi ce qu'on appelle c'est un drôle de nom, ça s'appelle des Kamurts. D'ailleurs, au marché de Noël, la semaine dernière, quand on a inauguré à Québec le marché de Noël allemand, il y avait un personnage, vous avez peut-être vu les photos, le personnage qui est très laid, avec des cornes un peu partout, c'est une espèce de diable qui va punir les enfants qui n'ont pas été obéissants à Noël. Vous savez que ça fait longtemps que l'Église et l'État se combinent pour rendre les enfants obéissants en disant que si tu es obéissant enfant, tu vas devenir obéissant quand tu vas être adulte. Donc l'obéissance, c'est quelque chose d'assez intégré. Donc, notre bon Saint-Nicolas
il est encore au cœur de la tradition allemande, des pays du Nord, même dans les pays scandinaves, Saint-Nicolas, devenu Saint Nicholas, devenu Santa Claus. Il est vraiment... Vous savez, l'Europe, par rapport à Noël, a été beaucoup plus lente que les États-Unis dans la commercialisation extrême. Même ici, pendant très longtemps, on avait tendance à mettre Noël un peu en dessous en disant, vous savez, Noël, c'est trop commercial. Donc, la vraie fête, c'est la bénédiction du Père, le premier de l'an, les étrennes, les cadeaux. On étrennait pour le jour de l'an, pas pour Noël. Donc, c'est assez récent qu'on ait pivoté l'intérêt du 1er janvier en le reculant au 24-25 décembre. Mais on l'a tellement bien reculé qu'aujourd'hui, c'est le cœur et l'âme. La fête de Noël, et en termes commerciaux, ça se vend pas mal plus pour Noël que n'importe quand ailleurs dans l'année. Quand on était jeune, qu'on nous expliquait, c'est une façon, c'est pas probablement détournée puis un peu erratique, de nous dire d'où venaient les cadeaux, mais on disait toujours les rois mages sont arrivés avec l'encens, la myrrhe, tout ça. Donc, c'était très, très vieux. C'est une vieille tradition d'avoir des offrandes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'histoire nous dit que les offrandes... les offrandes depuis... Parce qu'on parle du sapin, mais on n'a pas... Le sapin, c'est quelque chose de plus, laïque. OK, parfait. Mais l'offrande des cadeaux des rois mages, et d'ailleurs, les rois mages, ils viennent aux mages, donc ils viennent après le 1er janvier. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais que les étrennes, on les faisait pour le 1er de l'an et pas pour le 24 décembre. La fête des rois? Ben oui, la fête des rois, le 7 janvier. OK. Voilà. Donc, les étrennes, évidemment, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on fait boucherie, donc on fait bombance, on a plein d'affaires à manger qu'on ne mange pas. Donc, le temps de Noël, le temps des fêtes, c'est vraiment synonyme d'abondance. On va manger beaucoup. Ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux. On est dans une période où les travaux et les champs, c'est un peu au repos. On a rentré, on a fait la boucherie, on a rentré les récoltes. Donc, on peut se visiter. Et il y a une période qu'on appelle les 12 jours de Noël où on va se célébrer ça. Donc, du 24 décembre au 6-7 janvier, c'est la grande période de joie qui vient conclure une période de restriction. L'Avent, c'est une période, ce que décrète l'Église, 4 semaines avant Noël, il faut qu'on mange moins, c'est un peu comme le carême du temps des fêtes. C'est-à-dire, si tu veux manger beaucoup... On se ménage pour garder la grande fête. On se fait de la place pour se bourrer davantage, un peu, c'est ça. Donc, la Nouvelle-France, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas, en Nouvelle-France, on n'a pas la dinde, ça c'est clair. On n'a pas le sapin. Les cadeaux, très peu. On fait un peu de Saint-Nicolas, donc on va donner un fruit à l'occasion, puis si t'es pas gentil, on ne te donnera pas un morceau de charbon, mais on va te donner une branche sec qui rappelle le père fouettard qui va venir te fouetter. Mais ça, c'est rien, parce que dans la tradition allemande, il y a des affaires pires que ça. Si l'enfant n'est pas obéissant, on lui raconte que les Krampus, les espèces de diables qui entourent Saint-Nicolas, si t'es pas gentil, ils vont venir t'ouvrir l'estomac, ils vont mettre des cailloux dans ton estomac, puis ils vont te tirer à l'eau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces personnages-là sont souvent représentés avec des crochets qui servent, semble-t-il, à étriper, éventrer les pauvres enfants qui ne sont pas obéissants. De quoi faire peur pas mal. C'est un peu épeurant comme ça. Mais voyez-vous, c'est ça. Fait que là, on en revient à Noël. Noël ici, tradition française, les Anglais. Voyez, français et anglais, c'est ça. Est-ce qu'on a maintenu les traditions? Et on l'a mélangé. On l'a mélangé. On a fait vraiment, je pense, un bon mélange. On a la tradition française de manger des charcuteries de bonne qualité, le cochon qu'on a mangé, qu'on a abattu, la tourtière de Noël. La tradition anglaise qui nous amène pas mal de sucré. C'est assez curieux comme les Anglais. Les desserts. Ils aiment ça, le sweet and sour. Vous savez, partout. Le porc avec la compote aux pommes. Puis là, ils vont nous amener le plum pudding. Ils vont nous amener la tarte au mincemeat. Ça, c'est une tarte au raisin et au gras. Ils vont évidemment nous amener toutes les confitures, la gelée de canneberge. C'est vraiment quelque chose de très anglais. Okay. Donc, nous, on est, à cheval sur deux grandes traditions. Et comme on n'est pas regardable, on pige ce qu'il y a de meilleur dans l'une et dans l'autre. Puis, ça nous donne un temps des fêtes qui, ici, est quand même bien célébré. Oui, effectivement. Est-ce qu'on sait l'origine de la dinde de Noël? Parce que la dinde, c'est souvent aux États-Unis, c'est Thanksgiving. Oui, c'est le merci pour les récoltes. Exact. Nous, on l'a comme adapté à Noël. On l'a adapté à Noël sous l'influence de nos amis loyalistes
Je m'explique. La dinde, bon, évidemment, la dinde sauvage, ça existe. On en voit encore des fois dans les champs au Québec. C'est assez laid, d'ailleurs. C'est assez gros, puis c'est pas particulièrement... Si vous allez dans le coin de Valcartier, Saint-Gabriel, en haut, il y en a beaucoup. Mais ils sont moins sauvages, mais ils sont pas plus jolis. Donc, la dinde de Noël, on rappelle l'Action de grâce. Donc, quand les premiers colons américains sont arrivés, le Mayflower, un bateau qui était plein de pèlerins anglais intégristes, qui s'est installé près de Boston, Plymouth, près du Cape Cod, ben, il avait faim, puis ils ont vu ça, cette espèce d'oiseau-là, puis ils ont trouvé que c'était pas mauvais à le manger. Donc, le premier jour de l'Action de grâce, donc en 1620, les gens du Mayflower remercient Dieu de leur avoir permis de venir en Amérique, puis ils vont manger un dindon. Le début de la tradition du Thanksgiving, l'Action de grâce, le dindon. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est pas tout à fait la même date. Hein. Nous, on a notre Action de grâce quelque part au mois d'octobre. Début octobre, pas mal. Début mi. Deuxième lundi d'octobre. Oui. Alors que c'est le dernier jeudi du mois de novembre. Donc, ils ont un mois et demi de décalage. Toujours penser que les Américains étaient derrière nous dans bien des cas. Un bel exemple. Donc, cette dinde-là, elle est au repas, elle est au menu souvent, et on va l'amener tranquillement à Noël parce que c'est quand même un oiseau abondant, et puis qu'on reçoit beaucoup. Il y a des restants. C'est gros quand même, c'est une grosse bête. Une fois que tu as enlevé les morceaux de chevrotine, parce qu'on les tue à la chevrotine à l'époque, et les loyalistes américains, quand la Révolution américaine se déroule en 1775, les Américains décident que les Anglais n'en veulent plus, donc ils font une révolution. George Washington, c'est d'ailleurs là que le pauvre baron de Ridenzel va être fait prisonnier. Le mari de la femme qui nous a donné l'arbre de Noël illuminé. Donc, ils vont amener ici la tradition de manger la dinde. Donc, la dinde est un mélange de tradition qui vient des États-Unis, mixé avec les atokas qui poussent ici. Donc, c'est vraiment ça, là. Nous, ici, la dinde, on n'en mange pas parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup. La dinde n'est pas quelque chose qui marque l'imaginaire des habitants de la Nouvelle-France. Eux, ils mangent plus de la venaison, du chevreuil. Les légendaires tourtières. Oui, les tourtières. Chevreuil orignal, tout ça, sont abondants ici. Les cipates, des trucs comme ça, évidemment. Donc, la dinde va arriver dans le bagage de ces pauvres loyalistes américains qui, après la victoire des révolutionnaires de Washington, vont fuir les États-Unis et à qui on va ouvrir les bras très grands, pas nous, les Canadiens français, mais les dirigeants du Canada et de la province de Québec. Je me rappelle, Denis, que je ne veux pas pervertir ce que ton passé, là, puis les paroles que tu avais dites, mais il me semble que tu avais dit que parmi les traditions, parmi les choses que nous ont léguées, soit le régime français ou anglais, entre autres, la nourriture, la façon de manger, c'était très anglais. C'est ce qu'on avait conservé, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Oui. Pas à 100%, mais donc, dans les traditions, c'est la même chose. Oui, parce que surtout les traditions de Noël, parce que comme je vous disais, Noël était quelque chose que d'ancien régime catholique mettait un peu en bas-relief par rapport à ce qui était le jour de l'an, les étrennes, la grande C'était volontaire, eux autres, C'était volontaire. Pas occulté, mais on passe à l'autre, là. C'était beau parce que Noël, Jésus naît, mais il devient quelqu'un lorsqu'il est présenté au temple le 1er janvier, lorsqu'on fait la circoncision de ce pauvre petit Jésus. Vous savez, dans cet univers-là, c'était un moment plus important d'être circoncis. Il y avait moins d'anesthésistes dans ce temps-là aussi. Exactement. C'est rien d'y penser, j'en ai mal. Mais enfin, on est arrivé ici, puis l'influence britannique en termes de contenu des assiettes, des desserts, les plum pudding, les garnitures, les sauces, les chutneys, qui sont des espèces de ketchup sucré, d'une part. Ensuite, l'influence américaine, commercialisation, l'arrivée du Père Noël, de Coca-Cola, de Santa Claus, a fait en sorte qu'aujourd'hui, on est dans cette fête qui est un peu tout. Ce qui est intéressant, puis peut-être pour conclure avec notre départ, c'est que il y a eu tellement de commercialisation qu'on sent depuis plusieurs années une espèce de désir d'en revenir à des choses plus authentiques. Mm-hmm. Et ça explique probablement l'immense succès que connaît le marché de Noël allemand de Québec. C'est pas vieux, le marché de Noël allemand. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Puis aujourd'hui, avec ce que tu nous as donné comme balado, moi, je viens de comprendre, ça part là. Ah ben oui. C'est beaucoup de traditions qui partent de l'Allemagne. Tout à fait. C'est loin d'être un... Tu sais, on trouve ça pour certains, c'est
une curiosité. Ah, marché allemand, bon, quand tu vois le lien historique, c'est intéressant. Exactement, les grands personnages. Je veux dire, le Saint-Nicolas dont on a parlé abondamment, les personnages, le père Fouettard pas gentil, le beau, le fin, les enfants fins qui ont des récompenses, pas fins qui en ont pas, obéissants, pas obéissants, tout ce qui s'appelle les biscuits sucrés, les pains d'épices, hein, les maisons à pain d'épices. Je vous rappelle, vous savez, l'histoire de Hansel et Gretel. C'est les frères Grimm, c'est des auteurs allemands. Et la sorcière qui vit dans la maison de pain d'épices, ben, le pain d'épices est une importation qui nous vient via l'Allemagne. Donc, aujourd'hui, on revoit un peu des choses qui évoquent des mémoires qui n'ont rien à voir avec les soldes du Boxing Day. Non, je comprends. Vous savez, tous les magasins électroménagers, Noël, c'est pas la fête du iPod. Noël, c'est la fête de l'amour, d'une certaine manière, et des odeurs. Puis, ce que ce marché-là nous amène, c'est le vin chaud, le vin sucré. Vous savez, on ne connaissait pas ça ici. Probablement que c'est la raison secrète du succès inespéré du marché de Noël allemand. Comment les Québécois ont trouvé que le vin sucré, quand il fait moins 12, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais. Mais vois-tu, ce que je retiens, si je retiens bien, c'est que c'est les offrandes ou les cadeaux ou d'une certaine façon, pour des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, le cadeau, c'était d'avoir un gros repas avec des choses qu'on mangeait pas souvent. Fait que c'était très lié à la nourriture. C'était longtemps. Oui. Et le marché allemand, une grande place à la nourriture. Exactement. On revient... quelque chose quand tu parles d'authenticité. C'est ça, c'est l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin. On revient toujours au fondement. Et là, lorsqu'on parle de nourriture, même chez les enfants, les cadeaux pour les enfants, à l'époque, c'était pas un train électrique. Les oranges, c'est vrai que c'était existé. Les oranges, pas excitant tellement, là, mais... Les oranges, c'était vraiment récemment, parce que c'était quelque chose assez rare. En 1930, oui, il y en avait moins. 25 qui venaient décembre, du Saguenay, ça arrivait à moins. Les cultivateurs de bananes sur la côte de Beauport, pas vraiment. Pas tant que ça. Mais on mettait des pommes. On mettait des pommes et on mettait des sucres candy. Vous savez, les fameuses pommes enrobées de sucre. Ah oui, là, pommes de tir. Ouais, c'est bon. On a mangé jeune. Pour les dents, c'était tough, par exemple. Ça t'arrache les plombages, c'est pas trop compliqué. Moi, j'ai toujours pensé que c'était l'organisation des dentistes qui avait développé ça. Mais voilà, donc avec ces marchés qui se multiplient, hein. Vous savez, le succès de Québec a fait en sorte que dans la seule région de Québec, je pense qu'il y en a 6 actuellement. Oui, Port-Neuf en a certainement un. Il y en a un à Donnacona, à Grondines, il y en a un à Neuville, il y en a un sur la Côte-du-Sud, il y en a un autre sur la Rive-Sud, c'est sûr. Évidemment, il y a une espèce d'engouement et ça permet de d'aller magasiner de manière plus, moins oppressante. Hein? Vous savez, vous avez le temps, placoter, petit verre de vin, ramasser, goûter quelque chose. C'est différent. Est-ce que la déclinaison des marchés est bien différente, mettons, d'une ville comme Paris puis tous les bleds en région? Est-ce que ça varie ou c'est juste qu'il y a moins d'offres puis c'est le même principe? Les marchés? Vous en avez partout. Celui le plus vieux et le plus célèbre, celui de Strasbourg, évidemment, puisque Strasbourg a longtemps une ville allemande. Hein. Absolument. Même encore aujourd'hui, il y a des Strasbourgeois. C'est limitrophe avec l'Allemagne. Exact, c'est collé. L'autre bord de la rivière, c'est l'Allemagne. Celui de Strasbourg, celui de Colmar, hein, ce sont Montélimar, qui sont des villes qui sont dans l'Est. On appelle ça le Grand Est. Évidemment, c'est beau, c'est intéressant. Mais c'est pour l'avoir déjà... Ça se lit bien dans une conversation, comme on dit, mais pour être allé... Moi, je suis allé à Saarbrücken, qui est au sud de l'Allemagne, qui est tout près de ces villes, les villages-là. C'est tellement décoré. C'est tellement beau. Mais c'est beau, hein? Oh! C'est beau, parce que c'est célébré, les gens y vont, sont fiers. Puis... C'est là que quand j'ai vu le marché allemand, j'ai dit OK, c'est ce que j'avais vu d'une autre façon, là, mais dans ces villes-là. Puis Colmar, tu parles de Colmar, tu parles de Strasbourg. Saarbrück, Saarlouis, évidemment celui de Strasbourg. Il y en a un très beau aussi à... Mais ça attire les touristes aussi, tellement c'est beau, là. Oui, c'est magnifique. C'est pas juste les locaux, là, qui vont là. Oui, puis il y a même les gens qui sont loin de la zone allemande qui vont essayer de jouer un peu. Par exemple, la ville de Lyon tente de faire pas autant un marché de Noël que la fête des Lumières. Donc, le 8 décembre tous les ans, à Lyon, c'est la fête des Lumières. Il y a 4,5 millions, pas croyable, de personnes qui s'en vont à Lyon pour la fête des Lumières. C'est pas trop le marché de Noël, malgré que là-bas, on peut manger assez bien à Lyon. Vous savez, c'est la capitale de la gastronomie. Oui, les grands chefs, plusieurs viennent de là. Vous allez voir Paul Bocuse et autres. Enfin, bref, faut faire du name dropping. Mais il y a ça. Mais c'est vraiment plus un phénomène du Nord. Donc, Paris le fait à Saint-Germain-en-Laye. Lyon le fait. Les villes du Nord où il fait noir. Vous savez, il fait noir tôt. Dans le Sud,
C'est moins Noël, hein? Ils sont plus provençaux et eux, c'est plutôt le Noël des petits santons, ce qui est pas désagréable non plus. Mais tous ceux qui nous entendent, écoute, il y en a qui vont dire exactement le contraire de ce que moi je pense, mais j'en parlais avec ma blonde cette semaine, c'est drôle, c'est exactement le sujet. On l'a déjà vécu. Noël, mettons, dans le sud, dans les îles, tout ça. Il y a quelque chose de singulier, parce que mais c'est pas Noël. Parce que pour nous autres, ça évoque pas, ça veut dire c'est pas Noël. Tu célèbres, c'est la fête, là, tu fais une fête, tu défonces l'année, ou tu fêtes Noël, mais il manque, il me semble que ça va avec le froid, la neige, je sais pas. Tu peux même manger une dinde à Fort Lauderdale à 34 degrés Celsius avec un sapin en plastique puis un bonhomme de neige. C'est pas pareil. Tu sais, Noël, comment dire, ça donne à décembre et ça donne au début de l'hiver des petits moments de magie qu'on apprécie beaucoup parce que quand on arrive à la fin février, début mars, la magie de l'hiver, on commence à l'avoir un peu. Mais là, évidemment, d'une fête à l'autre, on va commencer à penser, là, on a fait l'Avent, on va commencer le Carême qui va nous amener à Pâques et au renouveau. Donc, vous savez, dans la religion, dans l'État, dans la vie, il y a toujours une période de renouveau. Là, Noël, c'est le renouveau du mois de décembre. Puis au printemps, il y aura le renouveau de Pâques. D'un renouveau à l'autre, Gilles. Merci beaucoup, Denis, c'est très gentil. J'en ai appris beaucoup comme d'habitude. Ouais. Et alors, merci, Denis Anger. Salut. Et joyeuses fêtes. Merci, toi aussi.